c'est le grand retour de Bruno Retailleau sur le terrain. Première étape d'un Tour de France aux allures de pré-campagne présidentielle. Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Dès sa prise de fonction, il s'est engagé dans une logique de communication tous azimuts. 3 priorités, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Les narco-racailles n'ont plus de limite. La France sera sur la voie de la mexicanisation. Il est dans la foulée du Rassemblement national. De faire de la politique avec de la déclaration, avec des anathèmes. Je suis pour l'union des électeurs de droite. La victoire sans appel de Bruno Retailleau, qui est donc le nouveau patron des Républicains. C'est autour de lui qu'on va se rassembler pour que notre famille politique se redresse. Laurent Wauquiez, lui, c'est un traître. Il ne tient pas sa parole. Il a promis, il a trahi. Bruno Retailleau vient-il de signer l'arrêt de mort de ce gouvernement? J'ai remis la démission du gouvernement. On n'avance pas en zigzag, on avance droit devant. Bonsoir à tous. Le temps politique s'est accéléré. Le pays est en crise et on le sent bien. Nos politiques eux-mêmes se vivent comme en sursis. À tout moment, il peut y avoir blocage, il peut y avoir censure, dissolution. Il y a même des appels à la démission ou à la destitution du président de la République. Alors, le pays est entré en campagne. Sur BFM TV, on a voulu être au rendez-vous de ce défi, créer ce nouveau format où l'on va à la rencontre sur le terrain de ceux qui comptent et de ceux qui compteront demain, de ceux qui sont en campagne. Et pour ce premier numéro, c'est avec Bruno Retailleau. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Pauline de Malherbe. Je vous avais quitté ministre de l'Intérieur, je vous retrouve ici, nous sommes à Brie-sur-Marne, où vous avez décidé de commencer un Tour de France. Pourquoi Brie-sur-Marne? Pourquoi un Tour de France? Pourquoi Brie-sur-Marne? Parce que d'abord, j'étais venu comme ministre. C'était un moment pour moi très chaleureux mais très émouvant. J'étais venu pour l'inauguration d'une statue d'Arnaud Beltrame, colonel qui a donné sa vie. Et pour moi, c'est une figure d'espérance. Il faut de l'espérance dans ce monde un peu gris aujourd'hui. Et Arnaud Beltrame, pour moi, c'est la radicalité du bien face à la radicalité du mal. Vous savez qu'il a donné sa vie pour en sauver. C'est une des figures, si ce n'est la figure que vous retiendriez quand vous parlez d'un Français, du courage? Ah, c'est une des figures. Certainement, et en plus il l'a fait face à une radicalité du mal, incarnée précisément par la barbarie islamiste. Et puis Brie-sur-Marne, pour moi, c'est vraiment la ville moyenne, vous voyez, moins de 20 000 habitants, très représentatif à la fois des classes moyennes, de la France que j'appelle la France des honnêtes gens. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici, pour commencer un Tour de France. C'est important pour moi, parce que je pense que la politique est trop déconnectée de la réalité de ce que vivent nos compatriotes, les Françaises, les Français. Et moi, je veux les écouter. La radicalité du bien face à la radicalité du mal, la France des honnêtes gens. Je crois que vous avez posé le décor ici à Brie-sur-Marne. On va prendre le temps, justement, d'un entretien en profondeur sur votre projet pour la France. Comme vous voulez. On y va. Bruno Retailleau, pendant un an, un peu plus d'un an, vous avez été ministre de l'Intérieur. Pour la première fois aujourd'hui, peut-être vous pouvez prendre un peu de recul. Quelle France vous avez vu? Quel est le défi qui, à vos yeux, est le plus grand auquel on doit faire face? Comme ministre de l'Intérieur, évidemment, le défi, c'est le défi sécuritaire. C'est cette France qui sont sauvages, avec ce que j'ai appelé une fabrique de barbares. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut que ce soit la gendarmerie, la police, qui fasse régner l'ordre. Bien sûr, ce sont des forces de l'ordre. Mais ce que j'ai perçu, moi, c'est qu'on a une société qui se délite. Une société qui a dévalorisé la notion de respect, la notion d'autorité, la notion de hiérarchie. Et cette société permissive, très laxiste, a engendré ce que j'ai appelé une fabrique de violents, une fabrique de barbares. Et ce qui m'a beaucoup choqué, vous voyez, Apolline de Malherbe, c'est que ce sont des jeunes, très jeunes, de plus en plus jeunes, qui sont capables aujourd'hui des pires crimes. Mais vous dites fabrique, est-ce que ça veut dire que, en quelque sorte, nous avons, nous tous, société française, État français, généré cette violence, cette barbarie? Oui, moi je pense qu'il y a une idéologie, à la suite des années 68, il est interdit d'interdire. C'est vraiment le laisser-faire. C'est la dévaluation de la notion d'autorité, encore une fois, entre le maître et l'élève, entre le parent et l'enfant. On a laissé pousser cet ensauvagement, comme vous dites? Et on arrive aujourd'hui, et c'est ce qui me préoccupe le plus, ça me préoccupe pour aujourd'hui et surtout pour l'avenir. Moi, vous voyez, quand j'avais, notamment quand j'étais à Beauvau, lorsqu'il y avait des mineurs qui commettaient des crimes,
parfois avec une mort qui s'en suivait, ou alors des blessés très graves, je demandais systématiquement à voir ce qu'on appelle le TAJ, les antécédents judiciaires. Ces jeunes étaient de plus en plus jeunes. Et je constatais que ces antécédents, ils n'étaient pas au nombre de 10, de 15, et souvent de plus de 30. Ça veut dire qu'on laisse faire. Ça veut dire que notre société est permissive, qu'on refuse de sanctionner les mineurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils commettent un premier délit, ils continuent. Il y a le sentiment d'impunité. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Et donc on les enferme dans des parcours de délinquance et ça se termine mal, très très mal. Mal pour les victimes, mal pour eux aussi. Parce qu'au bout du compte, quand il y a un meurtre ou un crime, évidemment qu'il y a de la prison. C'est ça qui vous a le plus frappé. Ce qui vous a plus frappé, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Mais regardez, les narcotrafiquants. Posez-vous une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces organisations criminelles, les narcotrafiquants, utilisent comme des Kleenex des jeunes qui sont des adolescents, 14, 15 ans, 16 ans, comme des hommes de main, pour commettre des crimes? Parce que, ils savent qu'il y a le sentiment d'impunité. Et ils savent que ces jeunes, désormais, sont capables de tout. C'est-à-dire qu'ils peuvent commettre un crime grave, parfois même avec torture. Et quelques minutes après, prendre un pot avec une amie, un ami, à la terrasse d'un café. Ça veut dire que c'est aussi cette distinction entre le bien et le mal. On a l'impression presque quand vous parlez justement de ce passage sans transition de la pure barbarie à la légèreté d'un pot avec une amie, est-ce que ça veut dire que vous avez constaté une forme de démoralisation, c'est-à-dire au sens où il n'y a plus de morale, il n'y a plus le bien et le mal? Est-ce que c'est ça ce que vous avez... On a tout fait pour ça, Pauline de Malherbe. Souvenez-vous, il fallait surtout plus parler de morale. Et à la limite, on effaçait la frontière entre le mal et le bien. Tout ça, c'était ringard, vous voyez. C'était pour la société d'avant, le vieux monde. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça change? Je pense que ce que j'appelle, moi, la France des honnêtes gens, elle veut de l'ordre. Et ça commence d'ailleurs par l'autorité parentale. Il y a trop d'ailleurs de mères qui sont isolées. Où sont les pères? La figure de l'autorité aujourd'hui, souvent, elle est absente. Ça commence, l'autorité, le respect des autres, l'altérité, avec des frères et des sœurs, dans le cadre familial. Et ensuite, il y a le cadre scolaire. Mais j'ai touché le mal. Vraiment, à Beauvau, j'ai touché le mal. J'avais l'habitude de dire, quand je m'adressais à mes troupes, sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, préfets, que c'était un ministère en clair-obscur. Obscur, la part du mal. Toute cette chronique des faits abominables qui me parviennent la nuit, le jour. Et je les reçois en direct sur mon portable. Ça, c'est la part obscure. Et puis, il y avait une part beaucoup plus lumineuse. Ce sont les hommes et les femmes de Beauvau. Sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, préfets, qui s'engagent, pas pour un salaire, qui s'engagent pour un idéal. L'idéal français. Ils sont patriotes. Ils veulent protéger leurs compatriotes. Vous vous rendez compte, quand je voyais des députés insoumis qui mettaient une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, en disant « la police tue ». La police tue partout, tout le temps. Ça me rendait fou. Parce qu'ils protègent la République. L'un de vos prédécesseurs, Gérard Collomb, avait parlé au moment où il quittait Beauvau d'une France coupée en deux, qui jusqu'alors, disait-il, vivait côte à côte, mais il disait un jour, ils seront face à face. Est-ce que vous redoutez que ce temps ne soit déjà là ou n'arrive? On arrive au temps de l'ensauvagement. Il faut qu'on réagisse. Il faut qu'on réagisse en renversant la table. Avec une révolution pénale, par exemple, pour la justice des mineurs. Il faut que le Conseil constitutionnel considère que l'éducation, c'est aussi la sanction. Ça, c'est fondamental, parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Et puis je pense aussi, et c'est ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a un phénomène à la fois des étrangers, des nouveaux venus, qui ne veulent même pas s'intégrer. Je ne parle même pas d'assimilation. J'ai revendiqué l'assimilation. On pourrait y revenir pour les naturalisations, quand on veut devenir pleinement français, avec le droit de vote. Alors là, oui, je parle d'assimilation. Mais on a des nouveaux venus qui peinent de plus en plus à s'intégrer, parce qu'ils rejettent des valeurs, parce qu'il y a un écart culturel trop important. Mais est-ce que la France est prête à les accueillir? Ce que je pense aussi, c'est qu'on a des générations, la 2, la 3e génération, où il y a quelque chose qui ne colle pas, parce qu'il y a aussi un processus de désaffiliation. Voyez. Et c'est ce qui me préoccupe. Je pense, moi, que ce phénomène, il est à double face. Quand on est français, quand on veut devenir français,
c'est pas seulement par le sol, par la naissance, par le sang donc, mais c'est aussi par le cœur, en aimant la France. Mais je pense, et ça rejaillit sur nous-mêmes, qui sommes déjà Français. Est-ce que nous croyons suffisamment en nous, en la France, pour qu'on se pose en modèle? Non, parce qu'on a cultivé la repentance. On a dit à ces jeunes, la France, elle est détestable, elle est coupable, la France. Vous estimez donc qu'il y a une forme... Emmanuel Macron, avant d'être président, parlait d'une sorte de terreau qui avait permis une forme de radicalisation, de rejet de la France, qui avait une forme de responsabilité de la France. Là-dessus, vous n'êtes pas totalement en désaccord. Il y a une responsabilité, il y a une main qui n'a pas été tendue. La main, elle est tendue. Vous me comprenez mal. Et c'est en cela que mon analyse est radicalement différente de celle d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'excuse. Il parlait d'une forme de compréhension expliquée. Non, pour vous, non. Pour moi, c'est la culture de la pénitence, de la culpabilité. À force de dire que la France n'est pas aimable, comment voulez-vous que on la propose comme un modèle à aimer à ces jeunes générations? Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut arrêter, tourner la page, définitivement. Ça comprend d'ailleurs aussi le côté pénitentiel, ce ressentiment de culpabilité avec l'Algérie. C'en est une illustration. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dire aux jeunes Français, la France, bien sûr qu'il y a eu quelques pages sombres, mais on a eu tellement de pages glorieuses. Et il faut la proposer justement pour qu'elle puisse être aimable et donc aimée. Vous parlez de l'Algérie. Évidemment, ça a été l'un des points sur lesquels vous auriez aimé, dites-vous, aller plus loin dans une forme de bras de fer assumé. Vous dites d'ailleurs, on ne m'a pas laissé faire. Il y a des sous-entendus dans cette phrase. Ça veut dire quoi? Très clairement que la ligne que j'ai proposée depuis le départ vis-à-vis d'un régime, je ne parle pas du peuple algérien, je parle d'un régime qui s'isole de plus en plus sur la scène internationale, qui se dévise de plus en plus contre lui-même, un régime qui utilise l'histoire, une histoire douloureuse bien sûr, de la colonisation, pour la retourner contre nous. Et la France sert, pour ce régime, d'explication de bouc émissaire à tous ces échecs. Comme s'il y avait un droit de tirage mémoriel, perpétuel et infini. Et ça, c'est insupportable. Qu'il y ait, comprenez-moi bien, qu'il y ait cette histoire tumultueuse, orageuse, douloureuse, ça, je le comprends parfaitement. Mais les douleurs de l'histoire ne permettent pas à un pays comme l'Algérie ou à ce régime-là de s'essuyer les pieds sur mon pays, ma patrie. Vous l'avez dit de manière fracassante, en effet, en estimant à plusieurs reprises qu'il fallait des ultimatums en quelque sorte, qu'il fallait mettre l'Algérie au pied du mur. Votre successeur, Laurent Nunez, choisit une voie différente. Il dit qu'au contraire, il faut reprendre langue, relancer le dialogue, et il vient d'ailleurs d'être invité par le gouvernement algérien à se rendre sur place. Est-ce que sa méthode, qui est une méthode davantage de dialogue, n'est pas finalement plus efficace? Il va pouvoir aller leur dire, il va pouvoir aller les voir. Je vais vous dire, il n'y avait aucun risque pour que M. Tebboune m'invite en Algérie. Les choses sont claires. Mais regardez, vous auriez la pas crise... Été, si vous avez invité, vous n'auriez pas été? Non, il ne m'aurait jamais invité. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est que la main tendue, ça fait des années qu'on l'attend à l'Algérie. Mais avec quel résultat? Je veux simplement vous dire que la crise, elle m'a précédé. Moi, je rentre à Beauvau le 23 septembre 2024. Mais entre 2022 et 2024, il y a eu plusieurs crises. Je me souviens que les Algériens avaient refusé, souvenez-vous, l'espace aérien pour que nos avions qui allaient lutter contre les terroristes djihadistes au Sahel, ils avaient refusé le survol de leur espace pour nos aéronefs. Ensuite, ils blacklistent nos entreprises pour la commande publique. Ils sont en train d'éradiquer le français. Ce que vous voulez dire, c'est que le refus du dialogue, ça n'est pas la France qui l'a amorcé. Mais bien sûr que non. Ils nous utilisent. Et nous, on est faibles. On est faibles. Alors, la crise, elle a culminé à un moment donné. Ça a été lorsque le président de la République française, Emmanuel Macron, et je pense à juste titre, a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, qui est la grande affaire entre les deux pays, le Maroc et puis l'Algérie. Et la France a pris position pour le Maroc, à juste titre. Et alors là, évidemment, ça a explosé. Et à ce titre, la coopération de la sécurité, notamment contre le terrorisme, s'est brutalement interrompue. Je n'étais pas ministre. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'Emmanuel Macron est à la présidence de la République, il n'a cessé de tendre la main, excepté le Maroc et le Sahara. Mais il a cessé de tendre la main. Pour quel résultat?
Vous redoutez donc que cette visite de votre successeur en Algérie ne porte aucun fruit? Il y a un principe que nos compatriotes, les Français, vont comprendre. Nous, on a un accord qui est totalement suranné, totalement déséquilibré, les accords de 68, qui encouragent non pas une immigration de travail, mais une immigration de peuplement, une immigration familiale. Des privilèges exorbitants donnés aux ressortissants algériens, par exemple par rapport aux Tunisiens ou par rapport à d'autres Maghrébins, par exemple comme les Marocains. Nous, petit doigt sur la couture du pantalon, bon élève, on applique l'accord. Il y a d'autres accords, l'accord de 94, par exemple. Cet accord-là dit, quand il y a un ressortissant algérien, avec des papiers documentés, donc, eh bien, l'Algérie doit le reprendre, parce que et le reconnaître comme un ressortissant algérien. Ils ne le font pas. Ça a été le cas de Mulhouse. L'attentat terroriste à Mulhouse, il y a quelques mois, c'est cet Algérien qui n'aurait jamais dû se trouver sur le sol français. Il était sous le coup d'une OQTF. Et voilà, OQTF, il avait été présenté 14 fois aux autorités algériennes qu'il avait refusé. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien qu'on aille faire des risettes à M. Tiboun ou qu'on aille prendre le thé en Algérie. Mais pour quel résultat? Tant qu'il n'y a pas le principe de réciprocité, alors il faut la fermeté. Plusieurs rapports sur la question de l'entrisme. L'un, vous avez été remis au ministère de l'Intérieur sur la question de l'entrisme des frères musulmans. Un autre, plus récemment, sur la question de l'entrisme de la République iranienne en France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que ces deux rapports sont pris suffisamment au sérieux et qu'un certain nombre de mesures sont prises? C'est très différent. Je pense que la menace la plus grave, c'est le rapport sur les frères musulmans, sur l'entrisme. Pourquoi est-ce que c'est grave? Cette menace, elle est grave parce que c'est un islamisme à bas bruit. C'est un islamisme qui se cache, qui utilise nos valeurs, qui va dire, mais par exemple sur le voile, il va le dire, c'est la liberté, vous êtes un pays de liberté, laissez-nous libres. Mais en réalité, leur agenda, leur objectif, c'est de faire basculer le territoire français, la société française, dans la charia. Pour reconnaître qu'au-dessus de la Constitution, au-dessus de la loi de la République, il y a le Coran. C'est leur agenda. Vous venez de parler de la question du voile. Vous avez peut-être vu cette image, la tribune de l'Assemblée nationale, le public dans la tribune, une sortie scolaire, semble-t-il, à l'invitation de Marc Fesneau, l'un de vos anciens collègues, qui était aux relations avec le Parlement, qui a invité cette école, qui est une école hors contrat, confessionnelle. Et on a donc vu dans l'hémicycle ces jeunes filles scolaires voilées. Comment vous réagissez? Le voile, pour moi, c'est un des combats. Ceux qui pensent que le voile, c'est qu'un simple bout de tissu se trompent. Donc ça n'est pas anodin. Le voile, pour moi, c'est au contraire un emblème. Un emblème pas seulement religieux, mais un emblème politique, d'une idéologie politique, de l'islamisme. Et je pense que ce voile n'a rien à faire dans les tribunes de l'Assemblée nationale. Il ne tient d'ailleurs qu'à l'Assemblée nationale de rectifier son règlement. Les choses ne sont pas très claires. claires. Dans le règlement, il y a marqué qu'il faut être découvert. Au Mais Sénat, est-ce que ça veut dire visage découvert? Est-ce que ça veut je pas peux dire... vous dire que l'article 91 du règlement du Sénat est très clair. Vous ne pourriez pas assister à une séance dans les tribunes, dans l'hémicycle, au Sénat, si vous aviez un voile. C'est-à-dire que les questions religieuses, d'appartenance religieuse, ne doivent pas être marquées. Il ne doit pas y avoir de marqueur. Il doit y avoir... C'est écrit noir sur blanc. Bien sûr. Donc l'Assemblée nationale n'a qu'à faire la même chose à vos yeux. Exactement. Simplement, je redis une chose. C'est que ne soyons pas naïfs. Et que le voile a deux objectifs, pour notamment les islamistes. Le premier objectif, c'est de dire la femme est l'inférieure de l'homme. Deuxième objectif, c'est que nous ne sommes pas comme vous. Nous refusons de nous assimiler. Il y a une séparation qui se fait dans l'espace public. Et moi, je pense, et j'ai toujours milité, et notamment au Sénat, nous avions voté plusieurs textes de loi, propositions de loi, à l'initiative du groupe LR, par exemple, pour que dans les compétitions sportives fédérales, on ne tolère
aucun voilement. Il y a la aucun question, signe il y a la question de distinctif. l'âge de ces jeunes filles. Alors, on n'a pas l'âge exact. Il semble que ce soit probablement autour de 10-12 ans. Est-ce qu'il faut, je précise qu'il s'agit, semble-t-il, d'une école confessionnelle qui donc n'a pas à répondre à la loi de 2004 qui interdit les signes religieux non seulement à l'école, mais aussi dans les sorties scolaires. Donc, semble-t-il, de ce point de vue-là, il n'y a pas de règlement qui s'applique. Mais il y a la question, en effet, de l'âge. Certains, Gabriel Attal lui-même disait, il faut interdire le voile aux jeunes filles. À partir de quel âge est-ce que vous estimez? D'ailleurs, faut-il qu'il y ait une interdiction ou non? Moi, je suis pour l'interdiction, notamment dans les lieux publics, dans les services publics. C'est l'école, bien entendu. C'est toutes les excroissances, l'école hors les murs. Par exemple, les sorties scolaires. Mais y compris pour des écoles hors contrat? Écoutez, les écoles hors contrat, c'est une différence. Confessionnelle ? C'est une différence. C'est une différence. La loi 2004 a été une grande loi portée par ma famille politique. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans l'université. Je suis pour l'interdiction du voile, comme je le disais à l'instant, notamment dans les compétitions sportives fédérales, tout simplement parce que le sport, c'est un moment de rassemblement. Mais vous ne mettez pas de limite d'âge. Il n'y a pas pour vous la question du discernement ou pas? Je suis évidemment défavorable à ce que des fillettes soient voilées. Vous voyez, parce que c'est un endoctrinement. Mais c'est très compliqué. Je ne peux pas laisser passer ce lapsus sans y revenir, pardon, mais est-ce que... Comment vous expliquez avoir pris un mot pour un autre? Je l'explique très facilement. C'est une forme de viol de la conscience. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce qu'on est en droit de faire, c'est que dans des lieux publics, services publics, on puisse interdire. Voilà. Je pense que là, ça me paraît être un bon équilibre pour que dans ces lieux, qui sont des lieux républicains, on affirme une posture laïque et cette séparation et ce non-endoctrinement. Un mot sur ce qu'il s'est passé sur l'île d'Oléron, cette attaque, un déséquilibré marginal semble-t-il, converti récemment à l'islam, qui fonce sur des passants, un périple meurtrier de 35 minutes, 5 blessés dont 2 très graves. Il a crié Allahu Akbar, il avait une bonbonne de gaz dans sa voiture qu'il a tenté d'incendier. Au moment où l'on se parle, il n'y aurait pas de motif terroriste à proprement parler. Le parquet national antiterroriste d'ailleurs reste en observation mais ne se saisit pas. Comment vous jugez cet acte? J'ai pas toutes les informations que le parquet national antiterroriste a et je fais confiance au PNAD que je connais bien parce que j'ai eu à côtoyer évidemment un certain nombre de magistrats. Simplement, je trouve quand même qu'il y a des indices qui sont troublants, qui sont convergents, que vous avez vous-même rappelé. Le cri de guerre, Allahu Akbar. Ensuite, un mode opératoire, la voiture bélier. Ensuite, non seulement la voiture bélier, mais dans le coffre des bonbonnes de gaz qu'on tente de faire exploser et on tente d'attirer les gendarmes justement pour qu'ils puissent être blessés ou qu'ils puissent périr dans cette explosion. Je crois qu'il a, en tout cas c'est une indiscrétion qui a été faite pendant la garde à vue, indiqué qu'il avait reçu une mission de Allah. Donc voilà, je n'ai pas tous les éléments. Il est peut-être déséquilibré, mais par exemple, un attentat qui avait été perpétré contre un non-ressortissant français, c'était sur le pont de Bir Hakeim, c'était en décembre 2023. Là, c'était très clairement terroriste, mais il y avait aussi un trouble psychiatrique. Le seul trouble psychiatrique n'est pas un indice suffisant pour exonérer un individu de participer à une entreprise terroriste. La mosquée dans le Var où un fidèle avait été assassiné. Il vous avait d'ailleurs à l'époque été reproché de ne pas vous y rendre immédiatement. De ne pas vous y rendre de manière immédiate. Mais le parquet national ne s'était pas saisi, retenant en effet d'autres motifs que celui d'une visée terroriste. Est-ce que vous dites au fond aujourd'hui il y a des déséquilibrés qui peuvent passer à l'acte, utiliser les fractures de notre pays comme un prétexte? C'est une évidence. C'est une évidence. J'étais il y a quelques instants, quelques heures, dans l'hôpital Sainte-Camille, ici à Brie-sur-Marne. J'ai voulu rencontrer les soignants et parmi les soignants, il y avait un infirmier psychiatrique. Et vous savez que le grand malade, en fait, la grande malade de la médecine française, c'est la psychiatrie. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de vocation de psychiatre, et il me disait les conditions dans lesquelles ils accueillaient
ici, à l'hôpital de Brie-sur-Marne, c'est malade, c'est déséquilibré. Il faut savoir que les moyens sont très insuffisants et qu'il y a des risques, évidemment. Et que pour un certain nombre de ces déséquilibrés, l'islamisme est une forme d'idéologie qui les intoxique, parfois. Et ils s'auto-intoxiquent d'ailleurs. Et la menace, je l'ai vu quand j'étais ministre, la grande menace terroriste aujourd'hui, elle ne vient pas de l'extérieur comme elle a pu venir il y a 10 ans. De l'extérieur, c'est-à-dire de l'État islamiste, à l'époque Daesh, mais que souvent, elle vient, c'est une menace intérieure, endogène. On va d'ailleurs... propagée notamment avec les réseaux sociaux. On va d'ailleurs tristement célébrer les 10 ans des attentats du 13 novembre. Est-ce que vous estimez que 10 ans après, la France a pansé ses plaies, qu'elle a réussi à dépasser cette menace? Je pense que la France est ressaisie, en tout cas face à la menace terroriste. On s'est ressaisi parce qu'on était capable de faire une législation très puissante avec un parquet national, c'est-à-dire une chaîne judiciaire dédiée, spécialisée sur le terrorisme, avec un état-major qui regroupe tous les services, notamment de renseignement, tous les services d'enquête de l'État, avec un chef de fila qui dépend du ministère de l'Intérieur, c'est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et vous savez, il y a eu beaucoup d'attentats de déjoués. En 2024, il y a eu 9 attentats de déjoués. 3 visaient par exemple, les Jeux Olympiques. Donc on a eu des succès. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas demain y avoir un nouvel attentat. Mais on a forgé un arsenal. Ce qui veut bien dire que quand il y a une volonté politique, on peut y arriver, vous voyez. Vous parlez de cette volonté politique et je voudrais justement qu'on puisse ouvrir un autre chapitre dans cette émission, qui est aussi d'essayer de comprendre votre projet. On va aussi parler bien sûr de la question de l'état de la France sur le plan des économies, de la consommation, du pouvoir d'achat et en particulier dans ce moment du budget. Mais puisque vous dites la question de la volonté, quand je vous entends parler de la France sur ces questions régaliennes et de sécurité et du défi sécuritaire, quand je vous ai demandé quel est le plus grand défi, vous m'avez tout de suite dit défi sécuritaire. Au fond, au ministère de l'Intérieur, vous l'avez dit d'ailleurs plusieurs fois, vous vous sentiez à votre place, à votre poste en quelque sorte. Quand vous êtes parti, vous avez eu cette phrase et elle m'a frappée lorsque vous vous êtes adressé aux députés de votre famille pour leur dire que, pour leur annoncer, pour leur expliquer que vous ne vouliez pas rester dans le gouvernement Lecornu, vous avez dit « c'est au-delà de mes forces ». Ça veut dire quoi cette phrase? Est-ce que ça veut dire que pour la première fois vous avez touché vos propres limites? Non, ces limites-là, elles n'étaient pas les miennes. Elles étaient les limites qu'on m'imposait à l'extérieur. Vous savez, j'ai passé plus de 12 mois à Beauvau dans un ministère de l'Intérieur qui est le ministère des crises, des urgences, qui est très très exigeant. Je me suis donné à fond. Mais j'ai bien vu que j'avais plein de limites. On m'imposait beaucoup d'obstacles. Des obstacles politiques. Je n'ai pas toujours été sur la même ligne que le président de la République. Des obstacles aussi législatifs, puisqu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Des obstacles juridiques. Souvenez-vous, le Conseil constitutionnel qui a biffé d'un trait de plume un texte qui me tenait à cœur, qu'on avait pris après la jeune Philippine qui avait été violée et qui avait été assassinée par sur un l'allongement de la durée de rétention à 210 des jours. OQTF dangereux. Ça m'avait beaucoup choqué parce que 14 pays européens vont bien au-delà de 210 jours. Ils vont jusqu'à 18 mois. C'est ce que la directive européenne permet, 18 mois. Nous, on était assez timides. On disait, pour les plus dangereux, on veut les retenir 210 jours pour avoir plus de chances de les expédier dans leur pays d'origine, ou en tout cas pour essayer de protéger les citoyens. Donc j'ai eu, vous voyez, et j'ai souvent utilisé le mot de morsure. Chaque jour, je me retrouvais confronté à une hyperviolence, mais j'étais aussi confronté à toutes ces limites politiques, juridiques, législatives. Mais j'ai toujours voulu aller de l'avant. Je l'ai fait. Pourquoi à un moment vous n'aviez plus la force? Ah, j'avais la force. Mais vous dites c'est au-dessus de mes forces. C'est pas ça. C'est que j'ai constaté qu'un moment, notamment il y a un mois, j'ai constaté d'abord que le président de la République voulait reprendre les rênes de Matignon. J'avais été ministre de l'Intérieur de Michel Barnier, qui était un opposant du président de la République, de François Bayrou, qui m'a laissé faire, qui n'était pas un opposant, mais un allié, disons, incommode du président de la République, assez indépendant. Moi, je voulais qu'il y ait l'article 20 qui soit appliqué de la Constitution. Le président préside,
le gouvernement gouverne. Moi, j'étais pas rentré dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, mais un gouvernement de Michel Barnier ou un gouvernement de François Bayrou. Et j'ai bien vu que je n'aurais pas les moyens. J'ai bien vu que tout ça allait pencher à gauche. Écoutez, si j'avais été ministre... Est-ce que ce que je perçois dans ce mot de « au-dessus de mes forces », est-ce qu'il y a eu un moment de découragement? Non, là, je vais vous dire. Au-dessus de mes forces, c'est au-dessus, plutôt en deçà de mes convictions. On peut me critiquer. Hein. J'ai des convictions, je les ai jamais cachées. On peut les discuter. Mais on ne peut pas dire que je me renie et je renonce facilement. Mais je pense que la politique, pour moi, ça a toujours été avoir une ligne de conviction. Et mais quand je savais... Vous connaissez le chêne et le roseau? Oui, bien sûr. Vous connaissez le chêne et le roseau. C'est ce que j'ai fait pendant un an. N'avez-vous pas peur de ne pas avoir la souplesse qui vous permette justement d'avancer, de faire des compromis et donc de construire la suite? Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Il a fallu que je plie, même si j'ai voulu dire la vérité. Et ça, c'était très important. L'action politique, elle commence en réalignant les mots sur la réalité. Parce que les Français sentent bien que les hommes et les femmes politiques, souvent, les enfument. Ils minimisent les mots, ils les relativisent. Pourquoi cacher la réalité aux Français, la réalité qu'ils vivent, la réalité qu'ils voient? Eh bien, moi, j'ai dit, je vais réaligner et je vais avoir un discours de vérité. Non, l'immigration, c'est pas une chance. Quand on veut être naturalisé, il faut être totalement assimilé. Oui, la société dans laquelle on est, très permissive, encourage la violence, la fabrique de barbares. J'ai eu des mots forts, parce que ça, c'est un principe de vérité. Mais moi, je suis rentré dans un gouvernement, il y a un an. C'était pour faire barrage à la gauche. Vous me voyez dans un gouvernement aujourd'hui, dont le Premier ministre fait des deals avec la gauche pour appliquer une politique de gauche. Où donc chaque pas de soir... regret. Pardon? Pas de regret d'être parti. Mais au contraire. Au contraire. Vous m'imaginez, je me suis dit quand j'ai entendu la déclaration de politique générale, si j'avais été au banc, j'ai entendu les mots d'un Premier ministre, d'Emmanuel Macron, qui auraient pu être prononcés par un Premier ministre de gauche. Mais dans l'heure, avant même l'heure, j'aurais remis ma démission, évidemment. Parce qu'on ne peut pas se fourvoyer. C'est ce que les Français redoutent. La politique les dégoûte, les désespère. Parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'il y a un écart. Voilà, quand on est de droite, on n'est pas de gauche. Moi, j'estime que la gauche a fait beaucoup de mal à la France, on en parlera peut-être. La gauche a fait les 35 heures, la retraite à 60 ans, et donc a appauvri la France et les Français. Elle est où la droite? Elle est où la gauche? Si je vous pose cette question, c'est que vous avez dit à l'instant, moi je me suis engagée et j'ai accepté justement au départ cette mission au ministère pour faire barrage à la gauche. Ce matin, je recevais Xavier Bertrand qui dit « Moi, je ne sais pas très bien si il y a toujours chez les Républicains ce ni LFI, ni RN. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de dire le plus important, c'est de faire barrage à la gauche ou est-ce que vous mettez toujours les deux sur le même plan ?» J'étais en train de vous répondre de façon très particulière sur la politique suivie. Sur la politique suivie, ça n'est pas LFI qui mène la danse, c'est monsieur Olivier Faure. C'est le Parti Socialiste, vous avez tout à fait raison. Olivier Faure propose... Très critiqué par LFI d'ailleurs. Décide et malheureusement, le Premier ministre s'exécute. Moi, je n'appartiens pas à un gouvernement qui aurait pris des positions contraires à mes convictions. Je vous répondais là-dessus. Maintenant, j'ai entendu, moi, Xavier Bertrand, en disant, mais il faut clarifier une ligne vis-à-vis du Rassemblement national. Mais je dis, mais Xavier, la clarification, elle a déjà eu lieu. Grandeur nature, preuve par neuf, il y a plus d'un an. Éric Ciotti, président à ma place, président de LR, passe, si j'ose dire, dans le camp adverse, s'allie à Marine Le Pen. Il y en a beaucoup qui sont allés avec lui? Certainement pas. Et je n'ai cessé de dire que je ne crois pas dans l'union des droites, des appareils. Je crois, moi, et je l'assume, mais alors totalement, je veux parler aux électeurs du Rassemblement national. Parce que ce sont nos anciens électeurs. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne crois pas à l'union des appareils. Elle le dit elle-même. Elle n'est pas de droite. Et d'ailleurs, elle est socialiste. En quelques jours, en 48 heures ou 24 heures, ils ont voté
les députés Rassemblement National. Mais ils ont voté plus de 30 milliards. Je suis très frappée par cette rhétorique-là, pardon Bruno Retailleau, mais c'est la même que Gérard Larcher, c'est la même que Gérald Darmanin, qui dit récemment qu'ils sont communistes. Gérard Larcher dit on ne peut pas s'allier avec eux parce qu'ils sont de gauche. C'est-à-dire que vous ne leur faites pas le reproche d'être trop à droite? Ça, c'est pas un problème? Mais sur ces questions-là, vous êtes d'accord avec eux? Vous êtes une observatrice précise. J'imagine que vous avez parfois écouté Marine Le Pen, vous l'avez même interviewée. Elle dit « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Tout à fait. Mais sur le plan économique... Votre premier argument, il est sur le plan économique. Ça veut dire que sur tout le reste, au fond, vous êtes d'accord? Je pense que ce sont des girouettes. Sur le plan économique, nous avions voté les 15 heures de contrepartie pour lutter contre, au RSA, pour lutter contre l'assistanat. Ils ont voté contre. La réforme des retraites, ils ont voté contre. Non mais avouez que c'est... Ce que je veux dire, c'est que vous leur avez longtemps reproché d'être trop à droite. Désormais, ça n'est plus un argument. Votre argument, c'est de dire qu'ils sont trop à gauche. C'est quand même cocasse. Je voudrais simplement redire une chose. Le Rassemblement national, et avant lui, le Front national, a servi à François Mitterrand et à la gauche comme un gaz incapacitant vis-à-vis de la droite. On nous a interdit de parler d'immigration. À chaque fois, on voulait prendre des positions un peu fermes. Vous êtes un fasciste. Vous êtes proche du Rassemblement national. À chaque fois qu'on voulait une politique sécuritaire, une révolution pénale pour la justice, qu'on voulait de la sanction, mais alors vous êtes proche de l'extrême droite, eh bien, cette rhétorique, il y en a marre. Et moi, je ne m'y tromperai pas. Cette rhétorique a fait beaucoup de mal à la droite et a chassé en quelque sorte, parce que la droite, une droite peureuse, honteuse, c'est interdit de parler de ces thèmes-là. Et on a réservé cette chasse, une chasse gardée, au Rassemblement national. Total, des millions d'électeurs de droite, UMP et ensuite LR, sont partis au Rassemblement national. Donc oui, moi je l'affirme, je veux parler aussi bien à des électeurs macronistes, déçus par le président de la République, qu'à des électeurs Rassemblement national, pour leur dire que nous, on est très fermes sur le régalien, l'autorité, la justice, mais aussi l'immigration, mais qu'on est sérieux sur le plan budgétaire, sur le plan économique. Budgétaire, mais je vous repose la question, vous m'avez parlé alliance, donc non, pas question, dites-vous. Je vous repose quand même la question du barrage. Si il faut choisir entre LFI et RN, est-ce que vous dites ni ou est-ce que vous dites je ne me donnerai aucune voix à LFI? Très clairement, pour moi, je ne place pas sur le même plan LFI et le Rassemblement national. Ça ne veut pas dire que je vais appeler à voter Rassemblement national. Non, c'est un adversaire. Ils veulent d'ailleurs notre mort. Mais LFI, pour moi, je les ai vus, je l'ai indiqué notamment vis-à-vis des policiers, je pense qu'ils et des gendarmes, des forces de l'ordre, je les ai vus instrumentaliser la violence dans le débat public. Je les ai vus vouloir, et parfois aussi théoriser, un climat d'insurrection. Je les ai vus appeler à la désobéissance civile. Je n'ai pas entendu le Rassemblement national sur ces mêmes thèmes-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que la gauche et une partie de la droite, attendez, et le petit microcosme médiatique, depuis des années, ont voulu lutter contre le Rassemblement national par de la moraline, par de la morale. Pardon, ça n'a pas marché. Ils sont aujourd'hui à plus de 30%. Alors, ouvrons les yeux. Arrêtons de dire, mais les électeurs sont tous des fachos. Eh bien non. Ces électeurs-là, ils ont vocation, demain, j'espère, à voter pour notre candidat à la présidentielle, par exemple. Votre candidat à la présidentielle, on va y venir, parce que ce sera peut-être vous. Mais Bruno Retailleau, j'ai bien entendu que vous disiez que le cas échéant, s'il se présentait, vous diriez pas une voix pour LFI, mais vous ne diriez pas une voix pour le RN. J'ai indiqué que je ne les place pas, LFI et le RN, pour des arguments qui sont... représente une menace plus grande à vos yeux. Aujourd'hui, LFI, notamment pour l'antisémitisme. Enfin, est-ce que vous êtes consciente qu'aujourd'hui, M. Mélenchon et ses amis, les Insoumis, draguent le vote communautariste? Est-ce que vous êtes consciente qu'aujourd'hui, ces gens-là tisonnent les braises de l'antisémitisme? Alors, en se cachant bien souvent derrière l'antisionisme. Peut-on reprocher cela au Rassemblement national? Donc je pense qu'en politique, il faut voir les choses telles qu'on les voit, les expliquer. Ça ne fait pas de moi un allié du Rassemblement national. Certainement pas. Et je n'appellerai pas non plus à voter Rassemblement national. Vous n'appelleriez pas à voter Rassemblement national, vous diriez, j'ai bien compris la formule,
pas une voix pour LFI. Ce qui, quand même, mécaniquement, veut dire que vous n'empêchez pas vos électeurs de se reporter éventuellement. Ils peuvent aller à la pêche à la ligne, ils peuvent aller, etc. Vous-même, vous vous abstiendriez? J'ai jamais voté d'ailleurs Rassemblement National. Vous n'avez évidemment, jamais, non. Voyez. Non, vous n'avez jamais voté Rassemblement National. Non, mais j'appelle. Mais vous ne voteriez jamais. J'appelle nos amis de droite à ne pas tomber dans cette rhétorique que la gauche a instrumentalisée contre la droite et qui nous a fait beaucoup de mal. Un grand professeur d'histoire, qui est malheureusement mort, de la Révolution française, François Furet, dans les derniers mois de sa vie, avait écrit un très beau texte. Et il avait dit, peut-être pas au mot à mot, en parlant de la gauche, qui instrumentalisait à l'époque le Front National. Il avait dit, c'est un grand avantage, c'est un avantage sans prix, d'avoir un allié objectif sous les traits d'un adversaire radical. Voilà, instrumentaliser le Front National contre la droite. La droite est tombée dans le panneau. La droite, du coup, c'est, comment dirais-je, elle s'est repliée. Elle n'a plus trop osé dire quoi que ce soit sur l'immigration, sur la notion de sécurité. Et du coup, eh bien, nous avons perdu nos électeurs et surtout, nous les avons offerts en pâture au Rassemblement National. Primaire ou pas primaire? Moi, mon objectif, puisque je suis président d'un grand parti, nous sommes le premier parti LR pour le nombre d'adhérents, notamment et aussi pour le nombre d'élus locaux. Mon objectif, c'est que nous ayons, en 2027, un candidat avec nos propres couleurs. Un candidat LR, ça ne veut pas dire un candidat bloc central. Certains appellent à ce qu'il y ait une primaire, qui soit une primaire large, qui aille de Sarah Knafo d'un côté à Gabriel Attal ou Édouard Philippe de l'autre. C'est notamment la proposition de Laurent Wauquiez. Alors, ce qui est un peu ridicule, parce que le principe d'une primaire, c'est que les perdants acceptent de se ranger derrière le gagnant. Par exemple, en 2016, Nicolas Sarkozy, François Fillon, et puis Alain Juppé. C'était d'accord entre eux que si un gagnait, les deux autres l'encourageaient. Bien. Comment voulez-vous que demain, Gabriel Attal, si c'est lui qui gagnait cette primaire-là, que Sarah Knafo encourage et rallie Gabriel Attal? Donc ça, c'est une vue de l'esprit, ça ne marche pas. Donc ça reste théorique pour vous, ça? Mais c'est totalement théorique. Après, simplement. C'est une des rares manières pour vous, éventuellement, vous l'avez vu bien sûr les sondages, s'il y a vous plus Édouard Philippe, par exemple, ça passe pas. Je pense que... Alors, c'est mécanique. On aura une responsabilité le moment venu, mais moi, il m'appartient, comme président de LR, de tout faire vraiment, de créer les conditions pour qu'on ait notre candidat. Pourquoi d'ailleurs? Parce que dans l'échiquier politique, on représente quelque chose d'original. La France, vous savez, elle ne penche pas à gauche, elle penche à droite. Qu'est-ce que veut la France? En tout cas, la France des honnêtes gens. Elle veut beaucoup plus d'autorité, moins d'immigration, et elle veut plus de sanctions. Très bien. Ça, c'est pour le régalien. Et sur le plan économique, elle veut qu'on décourage l'assistanat, que le travail paye, de sérieux budgétaires. Et elle veut aussi que les repères culturels, civilisationnels, soient là, qu'on ne les déconstruise plus. Eh bien, nous, on porte ces idées. Et je pense que ces idées représentent le point d'équilibre chez beaucoup de Français. Et ça, c'est notre singularité. Si c'est vous qui êtes le mieux placé, vous irez? Vous ne vous déroberez pas? J'ai pas l'habitude de me dérober. On verra bien dans quelle situation on sera, parce que je pense qu'il reste de longs mois, 18 mois. Mais ce que je souhaite, moi, c'est que, en tout cas, pour ce qui concerne LR, je l'ai déjà proposé il y a quelques jours, on a des statuts. Et nous, c'est les adhérents qui trancheront les modalités de la sélection pour le candidat. Et qui éventuellement voteront s'ils tranchent en faveur d'une primaire. Bien sûr. Dans ce cas-là, c'est eux qui voteront. Bien sûr. Et dans ce cas-là, alors, il peut y avoir deux types de primaires, une primaire ouverte, une primaire fermée. Mais c'est en tout cas eux, l'article 21 de statut, il est très clair, il est démocratique. C'est eux qui choisissent et c'est eux qui voteront pour la modalité. Si vous commencez ce tour de France ici, j'imagine que c'est pour construire un projet qui peut être aussi votre projet. Vous serez prêt à l'incarner s'il le faut. J'aime les idées. J'ai toujours conçu la politique comme d'abord un débat d'idées. Et je pense que si on veut gagner dans les urnes, il faut d'abord gagner dans les esprits. Et je pense que ma famille politique a trop peu le goût du débat, et notamment du débat d'idées. Je pense que jamais la France a été aussi affaiblie. La France va mal, vous savez. Elle va très très mal. Il y a cette déconnexion que j'ai évoquée au tout début de notre émission, que moi je ressens, dont je souffre. Qu'est-ce que vous voulez que les Français aujourd'hui, quand ils vous écoutent, commenter l'actualité, quand ils ouvrent la télé, etc., leur poste, quand ils lisent les journaux, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre à la politique? La France, en Europe, elle est terriblement affaiblie.
On a le pire déficit. Qu'est-ce qu'on fait pour les générations de demain? Le travail ne paye plus. On est un pays où, quand vous donnez à un salarié une augmentation, il va en donner plus qu'est-ce qu'il va recevoir, parce qu'il y a trop de charges, trop d'impôts pour les entreprises. Vous vous rendez compte, au moment où on est le pays le plus surfiscalisé, notamment d'Europe, les députés, pas les députés LR, au contraire, ils luttent, et je voudrais les remercier pieds à pied, contre cette folie fiscale. Mais là, on est à des dizaines de milliards de plus d'impôts sur les entreprises. C'est la chasse, aujourd'hui, à ceux qui créent, à ceux qui entreprennent. Donc si on veut créer de la richesse, pour la partager ensemble, pour que l'hôpital vive mieux, il faut voir les médecins que j'ai rencontrés tout à l'heure, les aides-soignants, les infirmiers, ils sont accrochés à leur travail. Heureusement qu'ils ont cet idéal professionnel. Mais croyez-moi, c'est difficile pour eux. J'ai traversé les urgences. J'ai vu des brancards dans les couloirs. Parce qu'il y a un problème. Si on ne crée pas suffisamment de richesse, grâce à plus de travail, un travail qui paye plus, on n'y arrivera pas. Et en même temps, regardez, on est en train de dire il va falloir plus de dépenses publiques, parce que c'est ça, hein, plus d'impôts et moins de travail. Supprimer ou, dit-on, décaler ou plutôt suspendre la réforme de la retraite, c'est exactement ça. C'est assumer de dire que malgré une espérance, on a une des espérances de vie, nous en France, on a de la chance, à la retraite la plus longue. Donc, pendant ce moment-là, les gens perçoivent leur pension. Très bien. Mais si on ne travaille pas plus, comme font tous les autres pays européens, on n'y arrivera pas. Ça veut dire que vous, candidat éventuel, vous relanceriez une réforme des retraites qui serait même peut-être différente de celle qui avait été votée, qui irait plus loin? Qui irait plus loin, bien sûr. Je pense, vous m'interrogiez tout à l'heure en disant qu'est-ce que vous constatiez de la France qui ne va pas bien. Vous m'avez interrogé comme un ancien ministre de l'Intérieur, je vous ai répondu sur l'ensauvagement. Mais si on peut prendre un peu de recul, moi je pense qu'aujourd'hui les Français... Exactement, j'en profite, merci. Les Français souffrent d'une double angoisse. Une angoisse matérielle et immatérielle. Matérielle, c'est le risque de l'appauvrissement. On vit de moins en moins bien. Et les Français le sentent. Parce qu'ils voient bien que leurs enfants pourraient connaître une situation beaucoup plus difficile que ce qu'ils ont connu. L'appauvrissement. Et l'autre, elle est immatérielle. C'est cette idée, finalement, de perdre des repères culturels. Une école qui n'instruise plus, qui ne transmette plus un certain nombre de valeurs, de savoirs, une république qui n'assimile plus, une culture aussi. Quand je vois que le Conseil supérieur de l'éducation nationale avait proposé de supprimer le mot de vacances de Noël pour le transformer en vacances d'hiver. Vacances de la Toussaint, en vacances on a des racines, je suis désolé, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, peu importe. C'est notre culture. Là, je ne parle pas de religion. C'est pas symbolique pour vous? Mais c'est fondamental. Et c'est fondamental pour les Français qui ont peu de patrimoine. Parce que je pense que les classes populaires moyennes, elles sont d'autant plus attachées à ces repères culturels immatériels qu'elles n'ont pas beaucoup de patrimoine, de capital matériel. Et donc je pense qu'il faudra traiter d'abord l'aspect niveau de vie. Comment fait-on pour avoir plus de pouvoir d'achat? Ma réponse, c'est que il faudra sans doute travailler plus, mais que le travail paye plus et qu'on décourage l'assistanat. J'ai des propositions à faire, voilà, plafonner les allocations qu'on mettrait dans un compte social. On ne mettrait pas seulement les allocations de l'État, mais toutes les allocations, et on les plafonnerait à 70% du SMIC pour qu'il y ait vraiment un écart entre le travail et l'assistanat. Pour qu'il y ait une distinction entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Vous l'avez peut-être entendu, le nouveau ministre du Travail et des Solidarités qui dit « La France a été très généreuse ». Mais elle n'en a plus les moyens. Et l'une de ses premières décisions serait de supprimer la prime de Noël pour les personnes célibataires sans enfants. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Je pense qu'il faudra de toute façon des efforts. Il faut que ces efforts soient justes. Et je reprends mon expression, la France des honnêtes gens. Pourquoi est-ce que les gens en ont marre aujourd'hui? Cette France-là, elle est travailleuse, je vous le disais, elle est même généreuse. Elle sait ce que c'est que la solidarité, qu'elle pratique dans les quartiers, dans les villages, dans des associations. Mais elle en a marre de toujours cotiser. Elle sait que dans une société, dans une communauté nationale, le sort de chacun dépend des efforts de tous. Mais elle en a ras-le-bol, parce que c'est toujours elle qui paye, alors qu'elle travaille. Comment voulez-vous que... Mais vous auriez commencé par la prime de Noël? Je rappelle qu'elle est de 150 € pour les personnes célibataires qui sont déjà au RSA. Je vais donner une idée. Là, donc c'est des gens très modestes. Dans le projet de loi de la sécurité sociale,
il est prévu de responsabiliser les gens et par exemple d'augmenter les franchises sur les médicaments. Tout à fait. Etc. De doubler les franchises sur les médicaments. Et pendant ce temps-là, on ne va rien faire sur l'aide médicale d'État. C'est-à-dire que vous avez des clandestins qui sont immigrés, mais qui ont violé notre loi. Ils sont arrivés clandestinement, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le sol français, et eux, c'est 100%. Donc ceux qui cotisent, par exemple, pour les soins dentaires, pour le problème auditif, eux, ils vont être remboursés à 60, etc. Et les autres à 100%. Voilà. Et pour le forfait hospitalier, ceux qui cotisent, voilà, ceux qui sont français, qui cotisent, qui apportent leur écho à la sécurité sociale, eux, ils vont avoir un forfait hospitalier. Les autres, qui ont triché, ils ont une sécurité sociale et c'est 100%. Mais ça rend fou les gens. C'est qu'une question de justice. Donc commençons par là. Évidemment. Donc, on commencerait par là et pas par la prime de Noël. Pardon, j'y reviens, mais parce que je voudrais quand même comprendre. Cette prime de Noël, je rappelle donc les conditions, hein, c'est 250 € pour un couple avec enfant, c'est 150 € pour quelqu'un de seul. Il faut la supprimer. Je vais vous dire, c'est de la politique à la petite semaine. Je pense que si on veut prendre les choses avec un peu de recul et un peu de hauteur... Vous voulez dire que la question, c'est pas prime de Noël ou pas prime de Noël? La question, elle n'est pas là. La question, c'est il faut travailler plus. Donc, si vous voulez bloquer la réforme des retraites, on a tout faux. On a un taux de remplacement qui est supérieur. Par exemple, la pension qu'on touche quand on arrête de travailler, quand on est à la retraite, ce taux de remplacement du salaire transformé en pension, il est bien supérieur à celui, par exemple, des Allemands. Et on a 22 ans d'espérance de vie après la prise de la retraite. Il ne faut pas être sorti de l'ENA, certainement pas d'ailleurs, pour comprendre que tous les autres pays européens, on travaille plus et que nous, alors qu'on a une durée de vie qui est importante, donc il faut plus de travail. Moi, ce que je propose, voyez, c'est que il faudra assumer ce travail-là, mais il faudra qu'un certain niveau annuel. Alors aujourd'hui, 35 heures, c'est 1607 heures. Je pense qu'il faudra aller au-delà, en mettre un seuil. Mais au-delà de ce seuil d'un travail annuel, ce sera 0 cotisation. 0 cotisation pour le salarié, 0 cotisation pour l'employeur. Ça sera tout bénef pour le pouvoir d'achat et la compétitivité de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est des réformes... Donc, aider ceux qui travaillent, en priorité. Aider ceux qui, bien sûr, et décourager l'assistanat, avoir une vraie réforme du chômage pour l'aligner progressivement sur les conditions du chômage dans les autres pays européens. Mais il faut comprendre que dans une vie, le français, il nous manque 3 années de travail par rapport à la moyenne d'un Européen. Vous vous rendez compte, 3 années de travail, ce que ça fait comme non-création de richesse. Ben, cette non-création de richesse, elle ne peut pas financer l'hôpital, elle ne peut pas financer l'école, elle ne peut pas financer la justice, elle ne peut pas financer le pouvoir d'achat. Et dans une année, il nous manque 3 semaines. Donc le problème français, là aussi, pourquoi est-ce que je suis heureux de ne pas être dans ce gouvernement très orienté par les socialistes. Les socialistes ont été des bonimenteurs. Ils ont fait passer 2 mensonges aux Français. Ils leur ont dit, 1, travaillez moins et vous vivrez mieux. Non, c'est faux. Le niveau de vie en France, par rapport aux Allemands, aux Italiens, est en train de chuter. C'est le travail qui fait le niveau de vie. C'est pas la dette. C'est pas les chèques à crédit de l'État. Et ensuite, ils nous ont dit, la dépense publique, c'est vertueux. Ça fait des qualités de service public. Tu parles. L'hôpital souffre, la justice, etc., l'école. Et ils nous ont dit, la dépense publique fait la croissance. C'est faux. C'est faux. Si c'était vrai, on serait mais alors les plus heureux du monde. Vous avez parlé de la question du pouvoir d'achat. Shein et une forme de tiraillement français. Il y a d'un côté 25 millions de consommateurs français réguliers sur Shein, qui disent pour certains, Shein m'a permis de m'habiller, d'être à la mode, qui sont enchantés. Et il y avait beaucoup de monde devant le BHV pour l'ouverture de l'espace Shein. Et puis de l'autre, il y a un certain nombre de commerçants français, de créateurs français aussi, de marques françaises, qui disent ça a tué la concurrence, ça a tué les marques françaises, il faut acheter français. Et puis, il y a la question des règles et cette procédure de suspension du site Shein. Dans ce tiraillement-là, entre des consommateurs qui disent bah oui, mais nous, on n'a pas envie qu'on nous fasse la morale sur le fait d'acheter sur Shein, et de l'autre, la question du acheter français, vous vous situez où? Vous savez, j'ai vu en Vendée, dans mon secteur du bocage vendéen autour des herbiers, on était une des régions de France où il y avait le plus d'industrie de la mode, le prêt-à-porter, la chaussure, etc. Et j'ai vu en quelques années les dégâts, les destructions d'emplois par centaines et par milliers, avec les délocalisations. Il y a eu un effet de ciseau,
une double mâchoire qui a écrasé d'ailleurs en France, pas seulement en Vendée. La Vendée, finalement, a pu rebondir pour plein de raisons. Mais en France, on a perdu des millions d'emplois. Qu'est-ce qui s'est passé? La double mâchoire, c'est l'Europe qui a tout laissé passer. On a refusé de se protéger, très naïvement, avec la concurrence déloyale de pays qui ne respectent pas l'environnement, qui ne respectent pas les modèles sociaux, qui font travailler les jeunes enfants, et ensuite une hyper-réglementation en France. Nos entreprises très fiscalisées, avec beaucoup de réglementation et une concurrence déloyale. Eh bien ça a écrabouillé notre Donc il faut industrie. interdire Chine. Donc je pense, moi j'interdirais Chine. Et j'appelle l'Europe à changer de pied. J'appelle vraiment, l'Union européenne a fait le choix du consommateur. C'est ce que vous m'interrogez. Ouais. Faut-il faire le choix du producteur? Le problème du consommateur, c'est qu'il faut aussi qu'il soit salarié pour avoir du pouvoir d'achat. Et moi, je pense que si on veut se reconstituer, il faut faire comme les États-Unis font, tous les grands pays font. Ils luttent pied à pied pour garder leur industrie. Eh bien, moi, je pense que c'est le problème de la réciprocité. Tu n'appliques pas des standards environnementaux, des standards sociaux, eh bien, il y a des droits de douane. On se protège. Et je pense, là aussi, regardez, Chine a, je crois, depuis le début de l'année 2025, eu, pour non-respect des règles, de nos règles européennes et françaises, a été condamnée à près de 200 millions, 191 millions d'euros d'amende. Donc voilà, une entreprise, ça n'est pas bon pour l'environnement avec les petits colis. Voilà, parce que ça. Est-ce qu'il faut taxer plus? Philippe Juvin, de votre famille, qui est désormais rapporteur du budget, avait même proposé qu'on taxe les petits colis qui viennent de Chine, que ce soit Chine ou d'autres comme Temu, de 50 €. Un truc vraiment total, massif, dissuasif. Alors, finalement, c'est probablement 2 € qui sera retenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tous les moyens sont bons pour se protéger. Arrêtons d'être naïfs. La Chine va nous envahir avec ses voitures électriques. Vous vous rendez compte, là encore, l'empreinte carbone, de faire venir des voitures du bout du monde. Et on s'interroge aussi sur la capacité ensuite de recyclage de ces voitures-là. Là aussi, donc, responsabilité de l'Europe sur les deadlines qu'on a mis, responsabilité de l'Europe, bien 2035, sûr, avec cette idée le moteur folle. thermique. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut être les plus vertueux et on est en train de massacrer toute une filière automobile. Là encore, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'emplois. Il faut le climat, bien sûr. Je ne suis pas climato-sceptique. Mais on aurait dû dire, notamment à nos industriels, organisez-vous pour la neutralité technologique. On veut qu'il y ait moins de rejets, de CO2, etc. Mais peu importe la façon d'y parvenir. Là, on va tout casser et on importera les voitures. C'est exactement comme en agriculture. En réalité, on astreint nos agriculteurs à avoir des normes plus, et on importe, y compris de pays d'Europe, un certain nombre de produits qui ne respectent pas ces normes-là, qui concurrencent nos agriculteurs. Il y a de quoi devenir fou, là encore. Donc je pense, moi je vais vous dire, une révolution du bon sens. Remettre les choses à l'endroit, simplement. J'ai toujours du mal, pardon, avec le mot bon sens. Mais oui. Parce que vous me dites tous bon sens et vous en avez tous une lecture différente. Je pense que les Français ont du bon sens, voyez. Et le bon sens, en matière de politique commerciale, c'est d'ajuster les choses dans la réciprocité. Si on a des prédateurs, eh ben, on doit s'adapter et monter le niveau du pont-Lévis. Vous croyez que la commande publique, même d'ailleurs au Japon, quand l'État du Japon veut commander un certain nombre de choses pour l'État, mais ils sont totalement fermés. On est la zone douanière la plus ouverte au monde. On s'est offert au monde entier. Est-ce que ça veut dire qu'économiquement, au fond, vous-même, vous dites le libéralisme total, non? Mais vous savez que j'avais refusé, j'étais jeune député, en 1994, j'avais été un des seuls à refuser d'approuver les accords de Marrakech. Les accords de Marrakech, c'était vraiment un libéralisme, un ultra-libre-échangisme, si j'ose dire. Voilà. Eh bien, ça nous a fait beaucoup de mal. Moi, je suis libéral au fond de moi, mais je veux une concurrence équilibrée, c'est tout. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup de gens le comprennent. Un mot sur les municipales. Je n'ai pas compris si Rachida Dati était encore chez LR ou pas chez LR. Elle était suspendue. Mais suspendue, ça veut dire qu'on peut ensuite lever la suspension, on est bien d'accord. Elle était suspendue. J'avais pris un engagement. Et collectivement, nous l'avions pris cet engagement cet été, lorsque Michel Barnier s'est présenté dans une législative partielle dans la 2e circonscription, vous vous souvenez, de Paris. Et l'engagement, ça avait été de soutenir Rachida Dati aux élections municipales. J'imagine que c'est votre question. Eh bien,
nous la soutiendrons aux élections municipales parce que nous pensons que c'est la meilleure candidate pour battre la gauche. Vous le pensez Suis-je toujours? clair? Vous le pensez toujours? Je le pense toujours. Il y a d'ailleurs, je ne suis pas seul à le penser, il y a un sondage qui est paru il y a 24 heures, vous l'avez vu dans un grand quotidien du matin dans le Figaro, qui montrait qu'elle était bien placée, voilà. Et je pense, et j'appelle... Donc elle a votre soutien et ça se fera en confiance. Elle a mon soutien. C'est un engagement que j'ai pris. Vous savez, ça fait partie... Vous me disiez que j'étais un peu rigide. Ah, je tiens à des convictions. J'ai pas tout à fait dit ça. Je vous ai suggéré de relire la fable du chêne et du roseau. Ouais, c'était un gros sous-entendu. Donc, non, mais c'est vrai que je tiens à mes convictions. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. J'ai pas envie de me renier. Et quand je prends des engagements, j'ai envie de les tenir. Mais c'est vrai que moi, vous savez, je suis un rural. Voilà, donc les choses sont assez simples pour moi. Et dire la simplicité au niveau politique, c'est dire simplement que moi, je veux qu'on tourne le quart de siècle de la gauche au pouvoir à Paris. Je veux que la droite... Vous irez faire campagne à ses côtés? Eh bien, si elle le souhaite, j'irai, bien entendu. Voilà. Et avouez qu'il y a quand même quelque chose d'un peu difficile à lire. Alors, il y a la question de Paris, évidemment, mais dans cette suspension, ça n'a donc pas vocation à être définitif. Ah non, mais une suspension, c'est une suspension. Oui, c'est une sorte d'avertissement, quoi. C'est pas seulement un avertissement, c'est de dire que les ministres qui ont accepté de rester dans un gouvernement qui ne mène pas une politique de droite, et je pense conforme aux intérêts supérieurs de la nation, je le pense sincèrement. Je m'expliquais sur la surfiscalité. Est-ce que vous avez entendu parler d'économie? Voilà, le Sénat va remettre les choses en place. On proposera beaucoup d'économies et beaucoup moins, justement, d'impôts. Ça, c'est positif. Mais c'était normal de dire qu'ils ne représentent pas... De marquer LR. le coup, quoi. Qui ne représentent pas, qui ne peuvent pas embarquer toute notre famille politique avec eux. Mais il y a déjà une date pour la levée de la suspicion? Ah non, bien sûr que non. C'est une suspicion, on verra bien quoi. Suspension. Suspension, pardon. Vous voyez, moi-même j'en fais des lapsus. Je voudrais évoquer un cas qui est celui de Bourg-en-Bresse, puisque je crois comprendre que vous allez soutenir un candidat qui lui-même est aussi le candidat, ou l'a été, de Reconquête. Est-ce que ça vous... Non, il y a deux... Non, est-ce que les choses ont été clarifiées depuis? Non, pardon. Bourg-en-Bresse, il y a effectivement 2 listes de droite qui se mettent en place et nous soutiendrons une liste LR. Vous ne soutiendrez pas l'ancien candidat Reconquête? Non, on soutiendra notre liste. Il y a un jeune candidat LR à Bourg-en-Bresse qui s'est déclaré. Il est en train de constituer sa liste. Vous soutenez en revanche Robert Ménard, mais qui n'obtient pas, et c'est une des questions que je posais, que nous posions hier à... Je soutiens Robert Ménard qui est un Jordan Bardella, maire. Qui lui ne soutiendra pas Robert Ménard. Donc il n'y aura pas de mélange. RN, LR. Non. D'ailleurs, si Robert Ménard venait à échouer, c'est le RN qui gagnerait. Nous soutenons Robert Ménard pour une raison très simple, c'est un très bon maire. Il est très indépendant. Il n'est pas LR, vous voyez, mais moi je ne suis pas sectaire. Je pense que quand il y a des maires qui sont courageux, et il est courageux, il a pris des positions, beaucoup de positions, qui l'honorent et qui honorent aussi la ville de Béziers. Et c'est une ville, croyez-moi, où il a fait un travail fantastique en matière de sécurité. Moi j'y suis sensible. Bruno Retailleau, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais savoir pour qui vous vous battez. Est-ce qu'il y a des figures? Vous avez évoqué tout à l'heure la question d'Arnaud Beltrame. Vous avez évoqué Philippine. Qui sont les figures auxquelles vous pensez? Certaines sont peut-être d'ailleurs en vie aujourd'hui. Mais je veux dire, qui sont ceux qui vous marquent, qui sont ceux auxquels vous pensez dans votre combat? Vraiment, quand je dis que je pense à la majorité silencieuse, à la France des honnêtes gens, c'est d'abord pour eux que je me bats. Parce que c'est une majorité silencieuse, une France silencieuse, non pas qu'elle ait rien à dire, c'est que je pense depuis longtemps, depuis des années, les hommes et les femmes politiques ne l'écoutent plus. Parce que trop souvent, on a fait des politiques pour se tourner vers des minorités, et certainement pas vis-à-vis de la majorité. Moi, je pense que la majorité, en tout cas silencieuse, la France des honnêtes gens, c'est pas ceux qui ne manifestent pas? C'est exactement, c'est un espoir. Pour moi, cette France-là, c'est vraiment celle qui nous permet de tenir, qui tient la France à bout de bras aujourd'hui. Et c'est celle avec laquelle on va reconstruire. Je disais que la France va mal, mais la France a énormément d'atouts, j'en suis sûr. Et voyez, l'expérience que je retire du ministère, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de fatalité. Et j'ai très bien vu d'ailleurs les blocages qu'il va falloir déverrouiller. Il y a des verrous juridiques, constitutionnels sans doute, économiques, politiques. Mais je sais qu'avec de la volonté, on peut y arriver.
rapidement. Mais regardez, on a des exemples sous les yeux. Lesquels? Regardez l'Italie, regardez la Grèce, regardez le Portugal, regardez l'Espagne. Il y a des années, ils étaient vraiment très mal, bien en dessous de nous. Ils sont en train de nous rattraper. L'Italie nous a, sur le niveau de vie par exemple, 40 000 euros Ils sont en train de nous dépasser, voilà. Y compris sur la question du commerce extérieur. Eh bien, si demain, on a de la volonté, si on dit la vérité aux Français, d'abord dire la vérité, c'est-à-dire la réalité des faits tels qu'ils les voient, ils seront rassurés. Et on engagera justement une transformation profonde. Alors évidemment, ça ne sera pas 100% des Français qui seront d'accord, parce que certains veulent profiter, certains veulent être assistés. C'est terminé ça. On n'a plus les moyens. C'est un vrai projet que vous lancez. C'est un projet qui sera un projet, je pense, oui, puissant, positif et j'espère imaginatif. Vous êtes prêt? À quoi? Vous êtes prêt s'il le faut? Quand on est un homme politique, quand on est un président d'un grand parti, il faut préparer son parti, sa famille politique, précisément, sur les prochaines élections, échéances, évidemment, les municipales. Mais vous comprenez bien ma question, évidemment. Je ne vous demande pas là, ce soir, de faire acte de candidature. Vous n'en avez même presque, j'allais dire, pas besoin, puisqu'on entend, on voit avec ce Tour de France qu'au fond, vous vous préparez. Ma question, c'est aussi de savoir si vous en avez envie. Moi, je ne suis pas un homme d'envie, je suis un homme de devoir. J'ai toujours dit que quand on pose cette question à un homme politique, est-ce que vous en avez envie? Comme si, lorsque vous passez devant une vitrine, une pâtisserie, vous avez envie d'un éclair au café. J'adore les éclairs au café. Ce n'est pas une question d'envie, parce que ce sera très dur. Il y a quelque chose de sacrificiel. Et je pense que les hommes et les femmes politiques ont déçu les Français parce qu'on sent trop souvent qu'ils recherchent la gloriole pour eux-mêmes, qu'ils recherchent une trajectoire de carrière. Ce n'est pas du tout mon cas. Si c'est ça, ce n'est pas du tout mon cas. En revanche, moi j'aime la France. Je suis un patriote. Et je vois très bien ce qu'il faut déverrouiller désormais, ce qu'il faut changer pour que mon pays aujourd'hui, qui est en train de s'abaisser, vous savez, une nation qui ne tient pas ses comptes est une nation qui ne tient pas son rang au niveau international, au niveau européen. J'ai bien vu le regard que portaient nos partenaires européens sur la France. Et ça, je ne supporte pas. Eh bien, je sais ce qu'il faut faire. Je vois bien ce qu'il faut faire pour que demain, une grande majorité de Français soit derrière un projet et que, dans un enthousiasme, avec une belle énergie, on puisse faire revivre une France qui soit une France radieuse, conquérante, rayonnante, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Merci. Merci Bruno Retailleau. On l'a bien compris, la France est en campagne, vous êtes aussi en campagne. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cet entretien ce soir à Brie-sur-Marne.